Image de la semaine, incendie d'une église par un multirécidiviste. L'église de l'Immaculée Conception de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, a été détruite par un incendie dans la nuit de dimanche dernier. Déjà rénovée en 2018, les dégâts sont considérables. Le clocher s'est effondré. Et selon un décompte de l'Observatoire du patrimoine religieux, 27 églises ont été incendiées en 2023 et 12 rien que sur les 6 premiers mois de 2024. Et les actes antichrétiens se multiplient. Et voici une carte que les médias de grand chemin ne vous montreront pas, relayée ici par Jean-Frédéric Poisson. La carte des églises qui ont subi un incendie depuis 5 ans s'ajoute aujourd'hui celle de l'Immaculée Conception. Or, dans le traitement médiatico-politique de cette affaire, on constate un deux poids, deux mesures dans l'attaque des lieux de culte en France. En effet, le ministre de la Culture, Rachida Dati, évoque l'incendie de cette église comme une attaque contre le patrimoine religieux. Alors Jean-Yves, assiste-t-on à de la christianophobie ou simplement une attaque contre le patrimoine religieux, comme le dit Rachida Dati ? Ça fait partie du patrimoine religieux, effectivement. Nos églises font partie du patrimoine français, bien sûr. Simplement, si on remonte simplement à 20 ans ou 30 ans, les églises ne brûlaient pas. Très peu d'églises brûlaient. Il peut y avoir un accident, mais c'était rarissime. Aujourd'hui, on le voit, il y a un incendie d'église 1 ou 2 fois par mois. Il y a eu l'incendie aussi de Notre-Dame, qui est plus qu'une église quand même. Et il est évident qu'il y a derrière ça des motivations ou un climat idéologique hostile à l'héritage catholique de la France. Oui, ça me paraît incontestable. Les églises ne brûlaient pas il y a 30 ans. Et elles brûlent aujourd'hui, par le fait d'incendiaires. Premier ministre, un choix de loges et de médias. Peut-être qu'enfin, lorsque cette émission sortira sur vos chaînes, et le successeur de Gabriel Attal sera enfin connu. C'est loin d'être sûr. Hein. Oui, on verra. C'est loin d'être sûr. Réponse dans quelques heures. Oui, ou quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois. En tous les cas, Emmanuel Macron tergiverse, ça c'est sûr, et il enchaîne les consultations de tout le personnel politique, à droite, à gauche, et au vrai... Et même au RN. Même au RN, vous voyez. Et au vrai, cette situation de blocage, elle est un petit peu normale quand même. Hein. Tant il est désavoué, ce président Macron. Rappelez-vous notamment ce que le même Emmanuel Macron de 2019 disait pendant la crise des Gilets jaunes. Le peuple français peut dire « j'ai confiance dans votre projet, donc je vous redonne une majorité pour le faire ». La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. La réalité, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un désaveu en termes de majorité. Jean-Yves, le Emmanuel Macron de 2024 devrait prendre conseil auprès de celui de 2019 ? Oui, effectivement, puisqu'il avait déclaré, moi, au moment de la crise des Gilets jaunes, il a dit je suis légitime parce que j'ai une majorité. Mais si j'avais pas une majorité, je partirais. C'est un peu ce qui se passe. Le principal danger pour les femmes en France, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, puisque... Ce sont les hommes immigrés, africains, noirs et arabes. Il va terminer, Vincent. Alors Jean-Yves, quelles ont été les conséquences pour Thaïs d'avoir décrit le réel ainsi, sans filtre ? D'abord, Thaïs, on lui a tout de suite dit en sortant « Vous ne serez plus jamais réinvitée ». Elle n'a plus jamais été réinvitée sur BFM TV, alors qu'elle dit des choses, qu'elle fait de l'audience. Bon, elle sera plus invitée. Et elle devait être invitée sur Europe 1 par Hanouna. Et la direction du groupe Lagardère a fait savoir qu'il n'en était pas question. C'est une censure, hein. C'est une censure qu'on peut comprendre, sinon excuser, parce que ils dépendent, là encore, du CSA, de l'Arcom, qui est l'héritier du CSA d'ailleurs. Ils dépendent de l'Arcom, l'organisme de censure, dont je rappelle, parce que ça mérite d'être rappelé, le directeur général de l'Arcom est un homme proche de Georges Soros. Victoire de l'AfD en Allemagne. Les médias sont amers. Alors, Jean-Yves, tout d'abord, quelle est l'analyse que vous pouvez faire de cette victoire ? D'abord, il faut voir la géographie et l'histoire. La victoire de l'AfD, elle est dans 2 Länder qui sont Thuringe, la Thuringe et la Saxe. Qu'est-ce que c'est que ces 2 Länder ? Ces 2 Länder, d'abord, c'est la grande Allemagne historique.
c'est Dresde, c'est Leipzig, c'est Weimar. Weimar, la ville de Goethe. C'est là que l'AfD, le parti identitaire anti-immigration, a gagné. Donc ça, c'est intéressant. Deuxièmement, ce sont des Länder qui ont été dans l'ex-Allemagne de l'Est. Alors, il y a deux effets qui expliquent que l'ex-Allemagne de l'Est vote différemment de l'ex-Allemagne de l'Ouest. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu un peu une glaciation à l'époque soviétique. Et la deuxième, qui est peut-être la plus importante, c'est qu'à l'époque du communisme, les gens de Thuringe ou de Saxe, ils subissaient la propagande du régime communiste. Mais ils avaient aussi le point de vue alternatif qui venait de l'Ouest. L'Ouest, certaines chaînes allemandes, certaines chaînes américaines, leur donnaient un contre-point de vue. Et ils avaient finalement les deux points de vue. Ce qui explique qu'aujourd'hui, ils subissent la propagande des médias officiels de l'Allemagne, de l'Allemagne, mais ils se renseignent aussi, ils ont l'esprit critique, ils se renseignent aussi sur les médias alternatifs. Et donc, ce qui explique qu'ils votent différemment à l'Est et à l'Ouest. Et puis alors là, ce qui est très intéressant, c'est que l'AfD, en particulier celle de Thuringe, avec son chef qui est assez radical sur beaucoup de sujets, ils ont refusé la diabolisation dans tous les domaines. Ils parlent de remigration. Ils sont pour arrêter et non pas alimenter la guerre entre l'Ukraine et la Russie, entre l'OTAN et la Russie. Ils sont critiques vis-à-vis des folies de la transition énergétique. Donc, ils cochent toutes les cases du politiquement incorrect, donc toutes les cases de la diabolisation. Et résultat, ils font plus du tiers des voix. Donc, c'est une assez belle leçon, je trouve. C'est une réussite fondée malgré, ou à cause, je ne sais pas, de la diabolisation.